Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Au sommaire de cette émission, le prix du carburant dans la région, c'est devenu très compliqué pour les Provençaux. Les Provençaux doivent-ils abandonner leur voiture? Quelles sont les alternatives? Quelles sont les aides de l'État ou encore de la collectivité? Voici les thèmes que l'on va aborder dans cette émission. Nos invités, Anne-Claudius Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la commission de la transition énergétique, stratégie des déchets, qualité de l'air de la région Sud. Merci d'être venu sur ce plateau. À vos côtés, Alain Bouzmat, bonsoir. Bonsoir. PDG de NAP Tourisme. Vous allez notamment nous parler des conséquences économiques de cette augmentation des prix du carburant qui sont très compliquées dans la région. À mes côtés, comme chaque jeudi, Guilhem Ricavi. Bonsoir Guilhem. Bonsoir Sophie. Directeur des rédactions de la Provence Marseille Politique, spécial carburant dans la région. C'est parti. Une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est la flambée des cours du pétrole avec les prix du carburant qui ne cessent d'augmenter. On va tout de suite prendre la direction du 8e arrondissement de Marseille. On y reviendra dans un instant. On va commencer avec vous, Anne-Claudius Petit. Vous êtes donc présidente de la commission de la transition énergétique. C'est compliqué en ce moment pour les Provençaux parce que le prix du carburant a atteint des niveaux records. On est passé au-dessus de la barre des 2 € le litre par endroit à certains moments. Oui, c'est d'autant plus compliqué que c'est une tendance qui était déjà un peu latente avec les prix de l'énergie en fin d'année 2021. Donc ça n'a fait qu'accélérer. Voilà, c'est le cumul de tout ça et l'ensemble qui fait que on anticipe qu'en plus ce sont des hausses qui vont durer. Donc c'est d'autant plus inquiétant pour tout le monde, les entreprises comme les citoyens. Et cette hausse, elle s'illustre, regardez, avec notre reporter Marie Roux qui se trouve en ce moment dans le 8e arrondissement de Marseille. Marie, vous avez trouvé la station où le carburant est le plus cher à Marseille. Combien ça coûte où vous vous trouvez ? 2,29 €, c'est le prix du litre de l'essence et du gasoil dans cette petite station indépendante située dans le Carré d'Or de Marseille. Cette station familiale est équipée seulement de 2 pompes. Ici, on sert encore le client à sa voiture. Alors, vous l'imaginez, le gérant de la station Mermoz, Eric Constaratas, l'assure, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, il perçoit que 5 centimes d'euros par litre vendu. On est aussi cher par rapport à la guerre. Les prix sont montés en flèche. Ensuite, il y avait des risques de grève, donc nous avons fait les pleins des cuves, de ceci, de cela, pour ne pas laisser nos clients en panne. Je ne culpabilise pas du tout parce que l'essence, je l'ai payée au prix fort. Notre marge, et en plus, au lieu que notre marge ait augmenté, elle diminue, puisque si on mettait la marge habituelle, ça serait encore plus cher et ça ne serait pas raisonnable pour notre clientèle et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, voilà quoi, je ne culpabilise pas du tout. Une fois que les cuves seront vides, les clients verront que le prix reviendra à la baisse quand nous aurons racheté notre nouveau stock au nouveau prix. Merci. En temps normal, Eric perçoit environ 10 centimes par litre, mais avec le conflit en Ukraine, il ne peut pas garder une telle marge au risque d'afficher des prix encore plus élevés. Dans les jours à venir, il espère écouler ses cuves au plus vite pour afficher des prix plus raisonnables. Merci beaucoup Marie Roux en direct du 8e arrondissement de Marseille. On vient donc de le voir, plus de 2 € dans cette station-service. Le litre, vous êtes dirigeant d'une société spécialisée dans le transport en autocar de la région, évidemment. NAP Tourisme, concrètement, les conséquences sont très très compliquées pour vous. Je dirais, je vais faire un petit trait d'humour. J'ai l'impression que c'est la Bible revisitée, les 10 plaies, quoi. On a eu, plus NAP sortait d'une période difficile, redressement judiciaire. On en est sorti, crise sanitaire. On n'a pas le temps de s'en remettre, de respirer. Crise énergétique maintenant. Le contre-coup, il est immédiat puisque les prix augmentent. Les prix augmentent avec 3 conséquences économiques, bien entendu, puisque les charges, si les prix de l'essence, puisque l'essence représente une part non négligeable de nos charges de structure. Donc les prix augmentent, voilà, c'est notre compte de résultat qui s'en ressent. Notre trésorerie également, on va le voir. Vous avez des chiffres qui illustrent Là non, parce on essaie de gérer. Je vais prendre un exemple, c'est plus anecdotique qu'autre chose. C'est que quand ça a commencé, il y a quelques semaines, on va dire, quand ça a commencé, donc avant la crise ukrainienne, on se fournit auprès d'un producteur. Il nous envoie un devis, donc on prend déjà le fixing à plus d'un 40. Voilà, et on signe le devis, on passe la commande et 3 jours après, ils nous appellent en disant si vous voulez être livré, c'est 1 500 € de plus.
Voilà, donc c'est immédiat. Donc là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Là, il faut réagir. On a des carnets de commandes, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va ressentir dans pas longtemps, c'est le côté social. C'est-à-dire que nos salariés, enfin les salariés, pas seulement ceux de Naples, à un moment, vont se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le coût aujourd'hui induit par l'augmentation, est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler? C'est une vraie question qui va pas tarder à se poser. Quand travailler coûte cher, coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, en fait. coûte de plus en plus cher. Et donc, on peut pas faire la course à l'inflation, augmenter les salaires, ainsi de suite, j'en passe les meilleurs. Et la troisième conséquence qu'on va ressentir encore plus loin, c'est la conséquence commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients, sortent de la crise, ils ont envie de se balader, mais il va y avoir un moment où les prix vont, hélas, empêcher. Et au-delà, voilà. Donc voilà les trois impacts immédiats. Donc effectivement, je ne peux pas encore le corroborer avec des chiffres, parce que à la différence, heureusement, on a des représentants qui soient syndicats professionnels comme l'UPE, patronaux comme l'UPE, ou professionnels comme FTV, effectivement, qui se saisissent du dossier, parce que c'est quand même leur travail à plein temps. Et ils voient donc auprès des ministères, auprès des pouvoirs publics, pour voir les... On fera le point sur les aides. Ouais, voilà. Guilhem, conséquences dramatiques. Aux conséquences dramatiques, et on la gère comment au quotidien, cette conséquence? C'est-à-dire que vous adaptez comment? Vous augmentez vos tarifs quand quelqu'un vous demande un devis aujourd'hui pour du transport en autocar? Alors écoutez, on a deux situations. La première qui est, ça va être un petit... je vais essayer d'être le plus positif possible. Bon, avec tout ça, je vais vous dire la paraphrase avec les 10 plaies, la parabole avec les 10 plaies. Le plus positif, c'est qu'aujourd'hui, je dirais qu'après 2 ans de quasiment de confinement, je dirais que les gens sont pas trop regardants. On n'a pas eu pour l'heure d'annulation consécutive à cette augmentation des prix. Par contre, le dilemme que j'ai eu à traiter cet après-midi, c'est les devis qui ont été faits il y a 2 ou 3 mois. Et qu'il faut revoir à la hausse. Et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des clients? Comment ils vont le prêter? Non, c'est-à-dire que effectivement, nous, on a pris, j'ai essayé de constituer une sorte de fonds de garantie qui permet d'amortir certains chocs d'augmentation financière, mais pas dans ces conditions-là. Avec 40% d'augmentation, on n'est plus dans les mêmes domaines. Donc, comment on fait? Comment les clients vont le prendre? Donc là, je suis en train de faire une lettre circulaire à tous les clients pour leur expliquer que de toutes les façons, on va être obligé, parce que sinon, on travaille à perte. On va être amené à revoir les prix. On voit bien que le problème, c'est le carburant partout en France, dans le département. On va parler des alternatives dans un instant, mais on va tout de suite regarder ce reportage sur une infirmière qui travaille à Pertuis et qui fait près de 100 km par jour. Et en fait, pour elle, travailler, ça coûte de plus en plus cher. Reportage de Marie Roux et de Francesco Carvelli. C'est 4 à 5 pleins par mois. Ça s'en ressent sur la facture. Cécile Didier, infirmière libérale à Pertuis, subit la hausse de carburant de plein fouet. Chaque jour, elle parcourt entre 80 et 100 km pour aller voir ses patients. Pour elle, la flambée du prix de l'essence représente une augmentation de 100 € par mois sur son budget. J'en ai eu pour 81,39 € exactement. C'est 20 à 25 € puisque là, le réservoir n'était pas tout à fait vide. Donc, il faut compter 25 € de plus par plein. En une matinée, Cécile réalise 2 tournées. Alors pour économiser de l'essence, elle essaye de rassembler les soins sur les mêmes secteurs. Remboursés à hauteur de 2,50 € pour chaque déplacement, c'est trop peu pour le manque à gagner. Nous, ça nous fait une vraie perte de pouvoir d'achat. Ce que je dépense en plus par mois dans l'essence, c'est des choses que je pourrais acheter en moins en matériel pour mon activité. Certaines infirmières ont fait le choix de délaisser leur voiture pour le vélo, mais pour Cécile, impossible, elle habite trop loin de son lieu de travail. Alors, sans un geste fort de l'État, la prise en charge à domicile de certains patients risque d'être menacée. Anne-Claudius Petit, on voit bien que le problème c'est la voiture. Alors on en parle souvent, notamment à Marseille, abandonner sa voiture, mais finalement, quelle alternative on a ? Par exemple, on prend le cas de cette infirmière, si elle veut continuer de travailler et de continuer à être rentable, comment elle fait ? Les alternatives, j'aurais envie de parler des alternatives de carburant. En fait, par exemple, apparemment cette infirmière dispose d'un véhicule à moteur essence, et nous c'est le sens d'une aide qu'on avait déjà votée en 2020 pour la conversion des voitures essence au bioéthanol. On va la voir cette aide. Voilà. Et donc en fait là, elle prenait fin, et c'est vrai que au départ, ça intéressait assez peu de monde. En 2021, on a vu avec l'augmentation des prix qu'il y avait de plus en plus d'intérêt pour ce dispositif, et on a décidé de la prolonger à partir du 1er mars et en la doublant. On la voit cette aide, vous pouvez nous la détailler concrètement aux gens qui nous regardent, comment ça se passe, comment on peut convertir son véhicule? Regardez, on la voit apparaître à l'écran.
Vers qui on se dirige? Comment ça se passe? Quelle économie? Alors il y a des installateurs, c'est un boîtier alors c'est sur les voitures essence, pas les voitures diesel, mais c'est un boîtier qui permet de convertir le carburant utilisé par le moteur. Il y a des installateurs qui sont agréés pour ça. Et ensuite sur facture, c'est 500 € qui sont remboursés par. Il coûte combien le boîtier? Alors là, par contre, j'ai pas trop d'idées. J'espère qu'il n'y a pas eu d'opportunisme sur l'augmentation des prix de ce. Oui, l'aide couvre a priori le coût d'installation et d'achat. Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est une aide qui opportunément est de plus en plus intéressante. Nous, on l'avait fait initialement essentiellement pour l'impact sur les émissions de CO2 et de particules fines, parce qu'il y a une forte réduction d'émissions. Mais on voit bien que la transition énergétique, elle se fait non seulement en réduisant les impacts de carbone, mais aussi en diminuant les impacts, l'impact des augmentations liées au prix du pétrole. Donc c'est gagnant-gagnant. Elle est très sollicitée, cette aide, ou pas? Est-ce que beaucoup de gens font un dossier de demande? Alors là, en fait, on a doublé cette aide depuis le 1er mars. Donc là, c'est vrai que j'ai pas encore les chiffres depuis qu'on l'a doublé, qu'on a recommuniqué aussi beaucoup sur cette aide. C'est vrai qu'elle existe depuis 2020. On avait eu un peu plus de 1100 dossiers, donc c'est vrai que ce qui est assez peu. Là, on a un objectif, on s'est fixé un objectif de 20 000 10 000 boîtiers, pardon. Mais je pense qu'on devrait y arriver parce que dans le contexte, c'est quelque chose sur lequel on peut communiquer et qui se comprend d'autant mieux. Alain Bouzman, par exemple, il n'est pas éligible à ce boîtier. Il fait comment, lui? Et non. Alors, comment il fait? Moi, je voudrais quand même apporter un petit bémol. C'est-à-dire que NAP s'est investi, en tout cas depuis la nomination, dans la transition écologique. Je suis en train de travailler. Et on a pris un marché récemment, on va y arriver, et c'est double peine, qui imposait des véhicules au gaz. Donc, transition écologique parfait. Le problème en termes de coût, le gaz explose aussi. Et je suis tributaire, effectivement, des dispositifs mis en place par la métropole. Donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser la question transition écologique et coût. Je suis en train de travailler, on est en train de travailler avec un cabinet sur la solution hydrogène, mais aujourd'hui, toutes les solutions alternatives coûtent horriblement cher. C'est-à-dire un véhicule à l'hydrogène coûte le double, un véhicule. Voilà. Donc aujourd'hui, cette crise met en perspective une chose importante, c'est qu'on a laissé de côté un peu le coût, c'est-à-dire il y a des aides et ainsi de suite, mais là on prend de plein fouet, c'est-à-dire que NAP, il y a des véhicules diesel, premier coup, des véhicules au gaz. Deuxième coup, on se croirait chez Gillette. Et donc là aussi, j'essaie d'être positif en disant, je crois qu'il faut se poser la question, parce que personne n'attendait cette crise. Bon, on sentait une augmentation, personne n'attendait. Mais là, je suis partagé entre envie de pleurer et envie de rire en disant, bon, c'est bien. Comment on peut l'aider, Alain? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider ces véhicules? C'est vrai que dans l'immédiat, j'ai pas de solution particulière. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette dépendance au gaz qui est issu du pétrole, on peut en sortir en produisant du méthane, donc du biogaz, et ça peut se produire sur le territoire. J'ai eu une réunion il y a quelques jours sur les projets, il y a un certain nombre de projets en cours. Il y a des projets justement en ce sens, ouais. Tout à fait. Parce que c'est plutôt dans des zones très rurales où généralement on trouve des sites de production de méthane et de biogaz. En fait, il faut le savoir, et il y a aussi peut-être un problème d'acceptabilité, parce qu'on s'imagine tout de suite, alors c'est des déchets, les nuisances, etc. Et en réalité, je pense qu'on a beaucoup de communication positive à faire dessus, parce que à partir de déchets, par exemple, de déchets verts ou bien de lisiers, je pense à Cabriès au centre équestre, on peut faire du méthane et donc du biogaz qui peut être utilisé par des véhicules. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant, et ce sont des installations, vraiment c'est une technologie qui est éprouvée, donc qui réduit les risques, qui utilise pas forcément beaucoup de foncier, parce que c'est quand même aussi une problématique sur notre territoire. Il y a un certain nombre de projets qui sont beaucoup moins longs, je dirais, en termes de préparation, d'études et d'installation qu'une centrale photovoltaïque, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut qu'on accélère sur ce sujet. Et là, la région peut donner un coup de pouce. Mais c'est vrai que les bus qui sont prévus pour fonctionner déjà au gaz pourraient fonctionner avec ce gaz-là. Complètement. Ouais. Alors, moi, j'écoute tout. Je suis très preneur de tout ça. Le sentiment, c'est un sentiment général, en tout cas depuis 2 ans, c'est que
des bonnes volontés, j'en dis ce qu'on appelle, il y en a plein. Le problème, c'est un problème de timing. Et j'ai toujours l'impression que chacun plaide un peu pour sa paroisse. Et nous, aujourd'hui, on participe, il ne faut pas l'oublier, NAP participe volontairement ou involontairement, ça je laisse chacun libre, à la mobilité et à réduire, en fin de compte, l'impact carbone, puisque un bus, contrairement à ce qu'on pense, représente moins. Et là, aujourd'hui, on va devoir faire des choix. C'est-à-dire, il y a toute une série de contrats. On va en parler. Je pense que ça fait partie des questions sur le remède. Aujourd'hui, sur la revalorisation d'un certain nombre de marchés, sur la rétrocession de la TICPE et ainsi de suite. C'est un vrai sujet. Donc, moi, je pense qu'une vraie communication générale, bon, la FNTV le fait, d'autres le font, mais voilà, parce que après, il y a un problème de temporalité, de timing. C'est-à-dire que l'hydrogène, bon, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc il va falloir. Il y a un problème de coût. Il y a des choix risqués. L'électrique, on s'en est en train de s'apercevoir, par exemple, que bon, c'est pas aussi écologique que ça en a l'air parce que c'est des terres rares, c'est cela. Le gaz. Bon bref, j'arrête là. Oui, non, voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est deux problèmes différents, celui des entreprises et celui des particuliers. On n'a pas terminé de faire le point sur les aides. Il y a les aides du département, il y a aussi les aides de l'État pour la prime à la conversion, et puis les aides du département pour les vélos. Alors ça concerne vraiment les particuliers. On va les voir. Ces aides, ça fait partie du processus. Est-ce que vraiment, à terme, les Provençaux doivent abandonner leur voiture ? C'est l'objectif ? Abandonner, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut effectivement se poser la bonne question. C'est un peu comme les énergies. Utiliser la bonne énergie au bon endroit. Là, c'est utiliser le bon moyen de transport pour le bon usage. Quand on n'a que 1 ou 2 kilomètres à faire, je pense que la question peut se poser. Pour cette infirmière, je pense que la question ne se pose pas, effectivement. Enfin, on peut pas... en vélo, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, 25% du prix du vélo remboursé jusqu'à 400 €. Ça, c'est beaucoup utilisé dans le département, vous savez ? Je ne sais pas du tout. Par contre, je peux vous dire, il y a une aide qui est peut-être passée inaperçue, mais depuis 2016, la région a voté l'exonération de la carte grise pour les véhicules électriques. Donc peut-être que si vous avez acheté un véhicule électrique, vous n'êtes peut-être pas rendu compte qu'il n'y avait pas de carte grise, mais c'est quand même... Une autre mesure prise par d'autres grandes villes, c'est le stationnement gratuit pour les véhicules électriques. Et ça, on sait qu'à Marseille, le stationnement est cher. Est-ce que ça peut être envisagé, selon vous, ce serait une bonne méthode ? Je pense que de la même manière, en fait, que ce soit les véhicules hybrides ou les véhicules électriques, il faut aussi que ce soit pour le bon usage. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas spécialiste non plus des questions de stationnement. Ouais. Qu'est-ce qu'on favorise comme déplacement au travers du stationnement ? Puis Guilhem, il y a la question des bornes de recharge, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un problème effectivement de bornes de recharge pour les véhicules électriques, mais si on regarde les aides qui accompagnent les véhicules électriques, elles sont plutôt nombreuses. Il y a bien sûr la carte grise exemptée de toute taxe qui est à 0 pour les acquéreurs sur le territoire de la région de véhicules électriques. Et il y avait une aide du département des Bouches-du-Rhône qui a pris fin il y a 1 mois maintenant. C'était une aide d'aide à l'achat de véhicules électriques, 5 000 €, je ne veux pas dire de bêtises, entre 5 et 7 000 € donnés aux acquéreurs de véhicules électriques pour encourager, accompagner cette transformation-là. C'est une aide qui s'est arrêtée parce que victime de son succès, beaucoup de gens, même de départements limitrophes, faisaient immatriculer dans les Bouches-du-Rhône leur voiture, puisque cette aide s'additionnait à l'aide de l'État, elle, de 7 000 €, ce qui fait qu'il y avait une belle réduction et un bel encouragement pour le faire. Alors juste sur les véhicules électriques, je voulais parler d'une aide qui est là à la conversion des taxis. Parce qu'en l'occurrence, là, c'est des transports qui, surtout quand ils sont urbains, peuvent être adaptés à l'usage de véhicules électriques. Et on avait une aide qui existait depuis 2021 sur l'acquisition de véhicules hybrides ou électriques. Et en fait, devant l'augmentation de la même manière des demandes en 2021, on a prolongé cette aide en 2022, mais uniquement pour les véhicules électriques, parce qu'on s'est rendu compte que sur l'impact écologique, en tout cas, est assez, finalement, le bénéfice est assez faible sur les véhicules hybrides. Donc, on souhaite vraiment favoriser les véhicules électriques. Donc, voilà, un taxi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'à Marseille, il y en a de plus en plus. Il y a un bénéfice à la fois sur le prix du carburant, mais aussi sur le fait que... Pourquoi vous rigolez ? Non, il y en a de plus en plus. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Après, il y a un impact sur... C'est pas une question de désaccord, c'est une question de perception. On va justement reparler des entreprises, parce qu'il y a eu cette période de Covid compliquée, et on se pose cette question finalement avec l'augmentation accélérée par la crise en Ukraine des prix du carburant. Est-ce que la reprise post-Covid est menacée ? C'est toute la question qu'on se pose. Il y a aussi des aides qui ont été mises en place par l'État, notamment avec le plan de résilience, vous savez, de Jean Castex, 35 centimes pour les agriculteurs sur... Regardez, on va les voir
avoir 35 centimes par litre de gasoil. C'est pour les pêcheurs et pour des mesures fiscales pour les agriculteurs. Ça concerne les entreprises. Pour elles aussi, c'est compliqué. C'est pas assez selon vous. Ça va pas limiter la casse. C'est pas une question de assez ou pas assez. Je crois qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question différemment. C'est-à-dire que j'ai pris connaissance du plan tout à l'heure. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est qu'à un moment, il faut avoir une vision un peu systémique. C'est-à-dire que moi, j'écoute l'électrique, je suis tout à fait d'accord. J'ai mis les réserves comme normales, mais moi, je trouve, et là, alors ça va choquer parce que je suis chef d'entreprise, l'électrique, c'est pour les riches. Parce que même avec les aides, une voiture, moi je me suis dit, je vais mettre à l'électrique. Enfin, ça reste pas plus cher, ça reste beaucoup plus cher. C'est-à-dire que entretien et carburant. Oui, mais c'est sur du long terme. C'est-à-dire l'investissement de départ, qu'on le veuille ou non. Moi, je peux vous dire que même moi, j'hésite parce que ça coûte cher, même avec les aides. À l'achat, en leasing ou en LOA. Oui, mais enfin voilà. Donc je pense que le problème, ce sont les bornes. Voilà, et les bornes. Surtout dans la région, il y a beaucoup de routes. Mettre un dispositif. On a souhaité mettre un dispositif chez NAP pour favoriser ça. Donc le coût, c'est-à-dire qu'une voiture de marque, je les nommerai pas, bon, c'est entre 25 et 30 000 euros d'investissement. Donc il faut la rembourser. L'installation d'une borne, ça coûte cher. Donc j'ai un certain nombre de confrères on se penche sur la question. Aujourd'hui, l'ironie, si vous voulez, pour moi, qui participent à la mobilité, c'est comment je fais pour que les chauffeurs viennent dans des conditions de confort qui leur coûtent pas, ça leur coûte pas un œil et un bras. C'est une réflexion, et donc je peux vous certifier que face à ces questionnements, on est à des années-lumière. Mais c'est pas une critique, c'est un constat. On n'a pas les mêmes. Le timing n'est pas le même, voilà, et on n'a pas les mêmes problématiques. Justement, on est en direct avec Jean-Michel Pascal, qui est secrétaire général de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonsoir, merci d'être avec nous. Guilhem a une question à vous poser. Guilhem. Oui, bonsoir. Effectivement, alors c'est vrai que cette question de la hausse du prix des carburants actuels peut pousser les habitants de la région, du département, à se tourner vers les transports en commun. Est-ce que selon vous, c'est pas l'occasion d'accélérer encore plus sur le développement des réseaux de transports en commun sur notre territoire ? Effectivement, c'est l'heure d'opportunité, entre guillemets, parce que l'augmentation de l'essence n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est l'heure d'opportunité comme ça, effectivement, que les transports en commun connaissent des rebonds de succès. Alors, y a-t-il la réponse à cela? Aujourd'hui, je prends l'exemple des TER, ils sont tous complets. Pour embarquer, on a beaucoup de mal dans des rames qui sont, à notre avis, pas assez longues et toujours bondées et pas assez fréquentes. Et puis, il y a également un autre souci qui est le réseau de transport de Marseille et de la communauté marseillaise, de AMPM, qui est insuffisant. Et le dramatique, c'est que dans le PDU, eh bien, on ne construit pas une seule voie ferrée, pas un seul RER, pas un seul tramway supplémentaire marqué dans le PDU, mis à part la mise en service de la voie de Valdonne vers Auban-la-Bouilladis. Dans le PDU, il n'y a rien. Donc, on est inquiet pour le présent, à savoir, est-ce que le réseau de transport pourra accepter une augmentation de trafic, et même pour l'avenir, parce que l'avenir, par rapport à Lyon, à Paris, à Marseille, il n'y a pas de tout, on ne fait rien. Donc, on est très, très inquiet. Alors, concrètement, par ailleurs, allez-y. Par ailleurs, il y a une augmentation de tarifs qui est prévue pour les trains régionaux, par exemple. Alors, on a entendu parler d'une première augmentation de tarifs au 1er avril, et nous avons été consultés pour une augmentation de tarifs bien plus importante, en l'occurrence la suppression de la carte jour. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire des choses comme ça dans des périodes pareilles, nous estimons. Du 1er avril, les prix du billet du TER vont augmenter de 2,8% à peu près. Ça fait entre 20 et 30 centimes pour un billet à l'unité de TER. Concrètement, quels conseils on peut donner aux Provençaux qui nous regardent, qui sont impactés par le prix du carburant, qui ont du mal à aller travailler? Et finalement, on ne peut pas leur dire prenez les transports en commun parce que là aussi, il y a des endroits qui sont mal desservis. On leur donne quoi comme conseil? Mais là, moi, je vais vous rejoindre. C'est vrai qu'on se retrouve malheureusement dans une situation de crise à faire le constat tous ensemble qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens, ni sur la transition énergétique, ni sur l'indépendance énergétique, ni sur les transports en commun. Donc, malheureusement, la seule chose qu'on peut dire sur le prix des transports en commun, si ça doit être un déclencheur pour les habitants, ce que je peux comprendre, ça pourrait passer par au moins peut-être un report des augmentations ou par des incitations à les prendre. Peut-être par exemple pour les nouveaux abonnements, parfois ça peut se faire à la rentrée. Oui, Jean-Michel Pascal. Oui, bien sûr, Jean-Michel Pascal, c'est intéressant parce qu'on est
J'ai pas compris. Il y a des solutions, mais il y a cette nécessité peut-être qui s'impose à nous et on est tous d'accord de réfléchir réellement au bon usage, au bon transport. Vous êtes d'accord avec ça ? Le transport en commun reste toujours moins cher que la voiture individuelle. De toute façon, même lorsque le prix de l'essence était normal, aujourd'hui, le prix d'un abonnement pour aller travailler coûte bien moins cher que l'usage du véhicule particulier. Donc nous l'avons toujours encouragé, et puis c'est également bien plus écologique. Mais nous militons chaque jour, à chaque instant, pour avoir des capacités supplémentaires, pour avoir des TER supplémentaires, pour avoir des places à bord des trains quand on monte dedans. Il y a des trains, ils partent de ma station Charles-Bondé, quand ils arrivent à Marseille-Blancard, ils peuvent embarquer personne. Et ça, c'était quand même un gros souci. Et puis, il y a ces augmentations de tarifs. Moi, je trouve que profiter de la hausse des carburants pour augmenter le tarif des transports en commun, donc il y a cette hausse au 1er avril que vous avez rappelé, effectivement, que j'ai moi-même appris par la presse, par France Info, alors qu'en relation avec la région, on aurait pu imaginer qu'on soit au courant. Et puis, nous avons été consultés sur une autre gamme tarifaire où on nous annonce purement simplement la suppression de la carte Zou. Merci Jean-Michel Pascal d'avoir été en direct dans Marseille Politique. Marseille Politique, c'est terminé. On espère que vous qui nous avez suivis, vous avez eu des pistes concernant ces aides du département, de la région, encore de l'État justement pour faire face à cette augmentation des prix du carburant. Merci Guilhem d'avoir été sur ce plateau. Merci Anne-Claudius Petit d'être venu sur ce plateau. Merci également à Alain Bouzman. Merci de nous avoir invités. On se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.